J'accuse le lieutenant-colonel du paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général de Boisdeffre d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil d'avoir couvert cette illégalité par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. J'accuse. Un simple mot qui introduit un texte qui est le plus marquant, le plus humaniste et probablement le plus républicain qui soit, parce qu'il touche à la fois aux valeurs et souligne l'importance de celle-ci. Un texte qui est à la fois un réquisitoire et une plaidoirie. Les mots d'Émile Zola que nous venons d'entendre sont issus des dialogues du film L'affaire Dreyfus, d'Yves Boisset. Ce sont les mots qui clôturent l'article, écrit le 13 janvier 1898 dans l'Aurore, des mots forts qui ont un sens, qui ont du sens, qui seront déterminants et qui décrivent l'intensité du moment, la tourmente de l'époque et la gravité des faits. L'homme qui écrit sciemment ce texte, Émile Zola, naît à Paris le 2 avril 1840. Son père, François, qui est ingénieur des travaux publics, meurt prématurément. Et c'est sa mère, Émilie, qui l'élèvera et qui aura une forte influence sur lui, à la fois sur son œuvre et sur sa vie. Il étudie au collège d'Aix-en-Provence et se liera d'amitié avec le jeune Paul Cézanne, qui l'initiera à la peinture. Cet art le fascinera toute sa vie. Passionné par la littérature, l'écriture et la lecture, il n'envisage pas d'autre voie et sera cependant recalé par 2 fois au baccalauréat. Sans qualification particulière, il connaît une longue période sans emploi. En 1862, il entre dans la librairie Hachette. Il y apprend les techniques de fabrication et de commercialisation des livres et multiplie les contacts dans le monde littéraire. C'est également à cette époque qu'il fera publier ses premiers articles. En 1863, il devient critique littéraire et artistique auprès de différents journaux. L'essor de la presse, à l'époque, va lui permettre de démontrer ses talents d'écriture et ses qualités d'écrivain. Opposant viscéral au Second Empire, Émile Zola met à profit sa connaissance du monde littéraire pour écrire, produire des articles de critique et pratiquer un journalisme de polémique, affichant ainsi ses goûts, ses positions politiques et la promotion de son œuvre littéraire. Tout en écrivant des articles politiques, Émile Zola restera toujours à l'écart du monde politique, qui lui semblera toujours suspect. L'action politique ne l'intéresse pas. Il ne sera jamais candidat à une élection. Il est et restera avant tout un écrivain. Il est un républicain contre l'Empire, la République étant pour lui le seul gouvernement juste et possible. Humaniste, libre penseur et anticlérical. C'est un homme passionné par ses semblables qui multipliera des relations et des amitiés dans tous les milieux, privilégiant les amitiés artistiques et littéraires comme Flaubert, Daudet, les frères Goncourt, Maupassant, Mallarmé et les peintres comme Picasso, Renoir ou Cézanne. En 1877, la publication de l'Assommoir lui apporte le succès littéraire. Émile Zola est un observateur de la vie
de ses semblables, des faits de son temps et des causes sociales qui lui semblent justes. Il retranscrira sa vision de la société dans ses romans et notamment dans sa principale œuvre littéraire, qui s'étalera sur une vingtaine d'années, la fresque sociétale et humaine des Rougon-Macquart. Dans celle-ci se trouve le succès de l'œuvre littéraire et humaniste d'Émile Zola, comme La Fortune des Rougon en 1871, La Curée en 1872, La Conquête de Plassans en 1874, La Faute de l'abbé Mouret en 1875, Nana en 1879, Au Bonheur des Dames en 1883, Germinal en 1885, La Bête humaine en 1890, pour les plus connus et que nous connaissons tous ici. Après le succès littéraire viendra les honneurs. Le 13 juillet 1893, Émile Zola sera fait officier de la Légion d'honneur et deviendra président de l'association de la Société des gens de lettres de 1891 à 1900. En 1890, les campagnes de presse antisémites sont de plus en plus virulentes en France et incitent Émile Zola à s'engager en faveur de la défense des Juifs. Il publiera plusieurs tribunes dans les journaux et s'appliquera dès le début dans la défense d'un officier accusé de trahison, Alfred Dreyfus. Convaincu à la fois de la machination et de l'innocence d'Alfred Dreyfus, souhaitant expliquer à l'opinion publique les rouages de cette affaire et dénoncer la collusion au sein de l'armée, Émile Zola publie le 13 janvier 1898 à la une du journal L'Aurore sa lettre ouverte au président de la République, Félix Faure, sous le nom « J'accuse ». Le retentissement de cet article sera considérable et relancera le processus d'enquête. Accusant nommément les protagonistes de l'affaire, parmi lesquels la plus haute hiérarchie militaire, Émile Zola s'expose sciemment à des poursuites judiciaires. Le gouvernement l'assignera en justice pour diffamation. Il sera condamné à 1 an de prison et à une forte amende. Bien qu'une demande de pourvoi en cassation ait été acceptée, et sur les conseils de son avocat, Émile Zola choisira l'exil et quittera la France pour l'Angleterre. Rentré en France, Émile Zola poursuivra son soutien à Alfred Dreyfus pour la reconnaissance de son innocence et la réhabilitation de ce dernier. Il n'assistera pas à cette réhabilitation. Le 29 septembre 1902, Émile Zola meurt suite à une intoxication relative à une combustion dans la cheminée de sa chambre. Le retentissement de sa mort est immense et la presse se fait l'écho de l'émotion dans la France entière. Les cendres d'Émile Zola seront transférées au Panthéon le 4 juin 1908, la République honorant ainsi celui qui, comme le disait Anatole France, fut un moment de la conscience humaine. C'est souvent le soldat qui vient au secours de l'écrivain. Le devoir, pour Zola, sera de rétablir et de faire éclater la vérité. Cette vérité n'était pas pour lui le bout du chemin, elle était le chemin. C'est donc l'écrivain qui viendra au secours du soldat. Ce soldat, Alfred Dreyfus, né à Mulhouse le 9 octobre 1859, est un enfant timide, issu d'une vieille famille juive installée en Alsace. La famille Dreyfus prospère dans le tissage du coton et des filatures et fera partie de la bourgeoisie de Mulhouse. Après la guerre franco-allemande de 1870, la défaite française, la perte de l'Alsace-Lorraine et le traité de Francfort, l'Alsace est annexée par l'Allemagne en 1871. Raphaël Dreyfus, le père d'Alfred, décide de conserver la nationalité française. La famille Dreyfus quitte alors l'Alsace. En 1873, il poursuivra ses études à Paris. Il y passe avec succès son baccalauréat et entre au collège Sainte-Barbe pour y préparer le concours d'entrée à l'école polytechnique. Élève brillant, en 1878, il sera reçu à 19 ans, 128e sur 235, et accède au grade de sous-lieutenant à l'école d'application d'artillerie de Fontainebleau. En 1882, il sera nommé lieutenant au 31e régiment d'artillerie du Mans. L'année suivante, aux batteries à cheval de la 1re division de cavalerie de Paris. Puis en 1889, il est nommé capitaine au 21e régiment d'artillerie et adjoint à l'école centrale de pyrotechnie militaire de Bourges. À chaque nouvelle affectation militaire, les appréciations de ses supérieurs sont des plus élogieuses. Intelligent, consciencieux, officier plein d'entrain,
instruit sont les qualificatifs qui reviendront le plus souvent. En 1890, Alfred Dreyfus prépare l'école de guerre. Il y est reçu et en sortira 9e sur 81, avec la mention « très bien ». Il est ainsi appelé à occuper en 1893 les fonctions de stagiaire à l'état-major et à ce titre, il passera dans l'ensemble des services, ce qui pèsera lourdement dans les accusations qui seront portées contre lui. À cette époque, une large campagne de presse antisémite est menée par le journal La Libre Parole d'Édouard Drumont, visant plus particulièrement la présence, trop nombreuse selon lui, d'officiers juifs dans l'armée française. Possédant d'excellents états de service, Alfred Dreyfus a devant lui l'opportunité d'effectuer une belle carrière militaire. En septembre 1894, l'existence d'un traître au profit de l'Allemagne est découverte. Un bordereau dont l'écriture ressemble à celle d'Alfred Dreyfus est également découvert et rapidement Alfred Dreyfus apparaît comme le suspect idéal, à la fois parce qu'il est officier, mais surtout parce qu'il est juif. Les événements vont alors se précipiter. Le 15 octobre 1894, le capitaine Dreyfus est arrêté et incarcéré à la prison du Cherche-Midi pour espionnage. Le 19 décembre, il passe en conseil de guerre. Le procès se déroule à huis clos. Le 22 décembre, il est condamné à l'unanimité du jury pour trahison, à la dégradation militaire et à la déportation au bagne en Guyane. Alfred Dreyfus sera dégradé le 5 janvier 1895 dans la cour d'honneur de l'école militaire de Paris, et ce devant une foule hostile. Le 21 février 1895, il embarque pour la Guyane et sera détenu sur l'île du Diable. En mars 1896, on découvre à la fois un document qui démontre les liens d'un autre officier français, le commandant Esterhazy, avec l'ambassade d'Allemagne, mais aussi le dossier secret comportant les pièces impliquant Alfred Dreyfus est vide de preuves. La France est alors partagée entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Le 13 janvier 1898, dans les pages du journal L'Aurore, Émile Zola, dans un article, détaillera la machination qui vise le capitaine Dreyfus et donc son innocence. La femme d'Alfred Dreyfus, Lucie, et son frère Mathieu seront les soutiens les plus actifs. Ils mobiliseront les intellectuels pour la défense et l'honneur de celui qui est incarcéré à l'île du Diable. En 1899, le capitaine Dreyfus est renvoyé devant le Conseil de guerre. Il sera de nouveau reconnu coupable de trahison avec les circonstances atténuantes. Il est condamné à 10 ans de détention. Il se pourvoit alors en cassation et sollicite le recours en grâce auprès du président de la République, Émile Loubet. Le 19 septembre 1899, ce dernier accorde la grâce présidentielle à Alfred Dreyfus. Le 12 juillet 1906, la Cour de cassation annule le second jugement et réhabilite Alfred Dreyfus. Il sera réintégré dans l'armée au grade de chef d'escadron et nommé chevalier de la Légion d'honneur le 20 juillet 1906. Mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, il est affecté à l'état-major de l'artillerie, participe au combat du Chemin des Dames et à la bataille de Verdun. En septembre 1918, Alfred Dreyfus est élevé au grade de lieutenant-colonel et sera promu le 9 juillet 1919 officier de la Légion d'honneur. Il retombera dans l'anonymat, loin d'une notoriété qu'il n'avait pas cherchée, mais dont il était victime. Alfred Dreyfus meurt le 12 juillet 1935 à Paris et sera inhumé au cimetière du Montparnasse. La seule réalité de cette affaire, c'est que l'antisémitisme et la haine avaient brisé cet homme. Il fera lui-même, quelque temps avant sa mort, le résumé de sa vie et avait ainsi déclaré « Je n'étais qu'un officier d'artillerie, qu'une tragique erreur a empêché de suivre son chemin. » Je vous remercie. Intervention de M. Xavier Danaï-Merdarès. Monsieur le sous-préfet, maître,
cher Henri Leclerc, Madame la conseillère régionale et maire d'Audange, Nathalie Leyondre, chère Nathalie, Mesdames et Messieurs les élus municipaux des communes du bassin d'Arcachon, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal des jeunes, Madame la présidente et Messieurs les présidents des associations patriotiques, Monsieur le président de la Légion d'honneur, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie, des pompiers, de la police municipale, de la SNSM et de la réserve communale, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Merci, Monsieur le sous-préfet, d'être une nouvelle fois à nos côtés pour honorer aujourd'hui deux grandes figures de notre République. Madame Martine Leblond-Zola, arrière-petite-fille d'Émile Zola, devait être ici aujourd'hui et être la marraine pour honorer et célébrer à la fois son aïeul, un grand écrivain et un défenseur acharné de la vérité et de la justice qu'était Émile Zola. Malheureusement souffrante depuis hier, elle vous prie de bien vouloir excuser son absence, ce que l'on fait bien volonté, et on lui souhaite un prompt rétablissement. Merci, cher Henri Leclerc. Merci d'être le parrain du portrait de celui qui fut victime de cette machination qui divisa la France, que l'on tentera de broyer et que la République réhabilitera Alfred Dreyfus. Vous avez aujourd'hui, cher maître, le plus accablé des clients, Alfred Dreyfus. Et j'en suis convaincu que votre plaidoirie tout à l'heure sera empreinte d'humanisme et de respect envers un homme qui est tenu parce qu'il était innocent, parce qu'il savait, lui, qu'il était resté fidèle aux valeurs de ce pays, aux valeurs du pays pour lequel il s'était engagé. Émile Zola, Alfred Dreyfus. À travers ces deux grandes figures, ces deux grands républicains, c'est l'histoire, notre histoire commune, que nous faisons revivre en apposant ces deux portraits ici. Une histoire dramatique, sur fond de haine et d'antisémitisme. Ce fléau qui a gangréné, qui peut gangréner une société et qui fit tellement de victimes. Honorer Alfred Dreyfus, c'est tirer les leçons du passé, c'est tirer les leçons de l'histoire, c'est se rappeler l'histoire. L'histoire d'une des plus grandes injustices de notre pays, de notre temps, qui faillit briser un homme, simplement. Simplement parce qu'il fallait un coupable. Simplement parce qu'il était juif. Honorer Émile Zola, c'est rendre hommage à la fois à une œuvre littéraire, aux plus belles pages de la littérature française, celles qui retracent la dureté du travail, l'évolution de la société, la vie sociale et la nature humaine. Tous ces thèmes que Zola dévoilera, il dévoilera dans ses livres, de l'Assommoir à la fortune des Rougons, de Germinal à Nana, de Gervaise au bonheur des dames. Et puis il y a ce J'accuse, l'un des plus beaux textes de Zola, parce qu'il est un cri du cœur, presque un cri de douleur. Tant Zola croit en la nature humaine. Dans cet article, Émile Zola ne défend pas seulement Alfred Dreyfus. Il n'explique pas seulement le mécanisme de la machination qui touche Alfred Dreyfus. Il clame haut et fort les grands principes de la République. Ceux-là même que nous mettons en exergue dans ce square. Un petit mot sur cet endroit. Vous êtes attaché, je le sais, cher Henri Leclerc, votre parcours en témoigne, aux valeurs de la République, à ces grands principes de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Des simples principes qui se veulent, ou qui devraient se vouloir consensuels, et qui participent à la vie d'une nation, d'une commune et d'un territoire, qui participent au ciment d'un peuple et aux fondements, pour ne pas dire aux fondamentaux d'une société et de son identité. Ce lieu en est le parfait exemple. Ce square,
c'est avant tout un outil à multiples fonctions. Un outil pédagogique pour nos jeunes et nos enseignants. Des partenariats sont en train d'être mis en place en ce sens. Un outil mémoriel pour transmettre ce souvenir et honorer la mémoire. Un outil de réflexion sur les valeurs, le passé, le présent et ce que devrait être ou ce qui doit être l'avenir. Un outil de dépaysement dans ce cadre paisible face au bassin d'Arcachon et propice à la lecture. Un outil enfin qui fait revivre les grandes heures et les grands témoins, hommes et femmes de notre histoire, qui ont fait évoluer par leur combat, leur lutte et leur conviction à la fois la société, qui ont accompagné la République en faisant avancer les grands principes de celle-ci, la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Ce square fait référence au meilleur de l'homme et de la République, au meilleur de l'homme dans la République. Ce square des grands principes républicains redonne sa valeur symbolique à cette place du 8 mai 1945, à la fois par les portraits des femmes et des hommes qui y sont et y seront apposés, mais aussi par les cérémonies et les actions qui y sont et qui y seront menées. Je n'oublie pas l'hommage et le respect que nous devons au monde des combattants, et je salue la présence de nos porte-drapeaux et de nos associations patriotiques, ainsi que nos ordres nationaux, toujours présents à ces cérémonies pour les dévoilements. Vous êtes la République, et nous vous devons hommage et respect, ainsi qu'à notre drapeau tricolore. Un dernier mot sur la ville d'Arès qui vous accueille aujourd'hui, cher maître. Et que je peux résumer à une seule phrase. Toujours confirmé, tout au moins jamais contredit, ou totalement ou timidement contredit par monsieur le sous-préfet, et ça pour des raisons diplomatiques, Arès, c'est la plus belle ville du bassin d'Arcachon. Donc bienvenue à Arès, à vous, cher Henri Leclerc, vous êtes ici chez vous, soyez assurés qu'ici, à Arès, dans ce square des grands principes républicains, nous serons rappelés à la fois l'engagement qui fut celui d'Émile Zola et le drame de ce que fut celui d'Alfred Dreyfus. Nous serons rappelés et entretenir la mémoire de ces deux hommes qui aiment la France, qui ont aimé la France, la République et la vérité. Dans cette affaire, c'est finalement la citation du poète écrivain Charles Péguy qui résume le mieux le combat de ces deux hommes. Quand on manque à la vérité, on manque forcément à la justice et à l'honneur. Émile Zola a cherché la vérité, permis la justice et rendu son honneur au capitaine Dreyfus. Vive la République, vive la France! Il a toujours laissé dans ses textes et dans les paroles de ses chansons une large place à la tolérance, au respect des autres et des différences, aux relations humaines et à l'injustice. Le chanteur Yves Dutheil, et c'est bien juste de le dire, est un humaniste qui aime ses semblables et qui aime la vie. Il est le petit-neveu d'Alfred Dreyfus. Yves Dutheil aurait aimé être à nos côtés aujourd'hui, mais des engagements pris de longue date n'ont pas permis sa présence. Il devrait être cependant parmi nous dans quelques mois dans le cadre d'une cérémonie républicaine. Il avait écrit il y a quelques années une très belle chanson en hommage à son aïeul, en hommage à Alfred Dreyfus. Une chanson dont les paroles pleines de sens rendent hommage à un homme qui a souffert de l'injustice et de la haine de ses semblables. Dans quelques instants, le portrait d'Émile Zola sera dévoilé par M. Ronan Leoustic, sous-préfet d'Arcachon. Nous aurons une pensée pour Martine Leblond-Zola, arrière-petite-fille d'Émile Zola, marraine du portrait d'Émile Zola, souffrante, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. C'est maître Henri Leclerc, ancien président de la Ligue des droits de l'homme,
parrain du portrait d'Alfred Dreyfus, et M. Xavier Daneil, maire d'Arès, qui dévoileront le portrait d'Alfred Dreyfus. Ce sont les paroles de la chanson d'Yves Dutheil que je vous invite à écouter avec attention, qui accompagneront le dévoilement de ces portraits. Mais avant cela, parce qu'il a en lui la mémoire de Dreyfus, Yves Dutheil a souhaité s'adresser à nous. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers amis, puisqu'hélas je ne peux être parmi vous pour cette cérémonie, je tiens à me joindre à vous par la voix, afin de souligner l'émotion que je ressens autour de cette initiative de la ville d'Arès, pour saluer la mémoire des hommes et des femmes épris des grands principes républicains que nous partageons avec tous ceux qui sont ici. Voir réunis à nouveau les portraits d'Émile Zola et d'Alfred Dreyfus trace un chemin d'humanité et de noblesse, et place la barre de l'avenir très haut dans nos espérances de justice, de vérité et de courage. Émile Zola a joué sa carrière sur cette affaire redoutable, qui lui a probablement aussi coûté la vie. Et Alfred Dreyfus, mon grand-oncle, a tenu le cap dans cette longue et douloureuse épreuve, grâce à l'intangible souveraineté de l'âme, qui lui a permis de survivre à ce calvaire, imposé au nom de la raison d'État. Grâce à des hommes comme Émile Zola, et à travers une chaîne humaine déterminée à faire émerger la vérité, l'innocence d'Alfred Dreyfus a pu être établie pour l'histoire. Son portrait, exposé ici au square des grands principes républicains, est la continuation d'un autre grand moment de la vie de notre famille et de celle d'Émile Zola, pour le centenaire de J'accuse, en présence du ministre de la Défense de l'époque, à l'école militaire. Le dévoilement d'une plaque commémorative sur laquelle l'armée française saluait la mémoire du capitaine Dreyfus, accusé à tort d'un crime de haute trahison qu'il n'avait jamais commis. Ainsi, la boucle de l'affaire était bouclée. Il aura fallu un siècle. La justice l'avait réhabilité. La nation, à travers une lettre de Jacques Chirac, président de la République, aux familles Zola et Dreyfus, avait rendu hommage à leur courage et à leur loyauté. Et l'armée, la grande muette, venait enfin, elle aussi, de reconnaître l'innocence d'Alfred Dreyfus. La mémoire vivante est essentielle pour tracer la route de l'avenir. D'où l'importance de ce geste de la ville d'Arès, sur cette place, consacrée à la lignée des humains exemplaires, et ma fierté de voir qu'ici, pour les générations à venir, le souvenir de ces valeurs essentielles est préservé comme un trésor précieux. Je salue la présence de Martine Leblond-Zola, qui porte ici le double flambeau du musée Dreyfus et de la maison Zola, et celle de Maître Henri Leclerc, dont l'admirable carrière vouée à la justice est connue de tous. Et je remercie la ville d'Arès, M. Xavier Danet et son équipe municipale pour ce témoignage de leur attachement aux valeurs républicaines qui plongent leurs racines dans l'histoire. Une histoire dont je partage avec notre famille l'honneur et la lumière, puisque des moments comme celui-ci nous offrent l'espérance d'un futur plus humaniste et d'une société plus juste. Je vous remercie. Je suis un peu ton fils, et je retrouve en moi ta foi dans la justice et ta force au combat. Dans ton honneur déchu, malgré ta peine immense, tu n'as jamais perdu ton amour pour la France. Et s'il ne reste qu'un murmure pour te défendre, par-delà tous les murs, il faut l'entendre. Je suis un peu ce frère qui remue les montagnes lorsque tu désespères dans ton île en Guyane. Et je souffre avec toi des fers que l'on t'a mis pour écraser ton âme et pour briser ta vie. Mais pourquoi fallait-il, pour t'envoyer au diable, te prendre dans les fils de ce piège effroyable? J'ai vu souvent mon père
s'assombrir tout à coup quand j'évoquais l'affaire, comme on disait chez nous. Et j'ai vécu longtemps sans rompre ce silence, comme un secret pesant parfois sur la conscience. J'imaginais comment des hommes étaient capables d'arrêter l'innocent pour en faire un coupable. Il était alsacien, français, juif, capitaine, vivait parmi les siens à Paris 17e. Quand un matin d'octobre, on l'accuse, on l'emmène vers 12 ans de méprise et d'opprobre et de haine. Traité plus bas qu'un chien, laissé dans l'ignorance de tous ceux qui sans fin luttaient pour sa défense. Courageux, opiniâtres, jouant parfois leur vie sur un coup de théâtre en s'exposant pour lui. Je suis un peu son fils et c'est moi que l'on traîne au palais d'injustice en l'écoutant à peine. Et quand Paris s'enflamme alors qu'on l'injurie, le coupable pavane à 4 pas d'ici. Lucie, mon corps est à genoux, mais mon âme est debout. Un jour je reviendrai vers la terre de France, crier mon innocence et retrouver la paix. Ici, je n'ai plus rien de toi, et j'ai peur quelquefois que ma raison s'égare. Si je perds la mémoire, si j'oublie qui je suis, qui pourra dire alors à ceux qui m'aiment encore que je n'ai pas trahi, Mesdames, Messieurs, que j'ai toujours portrait porté d'Alfred l'amour Dreyfus de et mon d'Émile Zola. pays, bien plus haut que ma vie, bien plus haut que la vie. C'était il y a 100 ans, Dreyfus est mort depuis, mais je porte en chantant tout l'espoir de sa vie. Pour la mémoire des jours, puisqu'en son paradis, on sait depuis toujours qu'il n'a jamais trahi. Il n'a jamais trahi son cœur ni son pays. Lecture du discours de Madame Martine Leblond-Zola, arrière-petite-fille d'Émile Zola, marraine du portrait d'Émile Zola, par Madame Jeannie Perrubrune, conseillère municipale. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, maître, monsieur le directeur de cabinet, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, j'aurais été particulièrement heureuse et honorée d'être à Arès aujourd'hui à vos côtés pour le dévoilement des portraits d'Émile Zola et d'Alfred Dreyfus dans ce square des grands principes républicains, si la maladie ne m'avait pas prise au dépourvu. Aussi, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je suis profondément émue d'être la marraine du portrait d'Émile Zola, mon arrière-grand-père. En effet, dans mes veines coule le sang d'un des plus grands Français de l'histoire. Émile Zola incarne la vertu républicaine, les valeurs éternelles de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité et de justice, auxquelles j'adhère jusqu'au fond de mes entrailles. Je vous sais gré de rendre un si remarquable hommage à la mémoire de mon illustre aïeul, Émile Zola, homme de conscience, qui a mis son œuvre de romancier et de citoyen
au service des valeurs de la République, convaincu qu'il ne saurait y avoir de bonheur sans fraternité. Tout au long de sa vie, Émile Zola, apôtre laïque, à la pointe du combat, s'est attelé à mettre de l'humain au cœur de son œuvre. Quand Zola écrit, il se sent épris d'une mission humaniste. Zola, en 1866, au moment de sa défense pour les impressionnistes, a déclaré « Je serai toujours du parti des vaincus ». Zola incarne la République, dont le devoir est de prendre soin des plus faibles. La République porte en elle une exigence de fraternité dont Zola est profondément imprégné. Le cycle des Rougon-Macquart est une immense épopée sociale et démocratique qui exalte la vie. Zola dénonce le mal, les iniquités sociales pour aider à l'avènement d'une humanité meilleure et plus juste. Son but est de délivrer l'homme qui est opprimé. Germinal, le roman de la révolte sociale, est un vibrant plaidoyer en faveur des exploités. Il constitue le poème de la fraternité dans la misère. Il était inéluctable que l'écrivain de vérité qu'était l'auteur des Rougon-Macquart devint le défenseur d'un innocent injustement condamné. Les romans de Zola lui ont donné le pouvoir de pousser le cri « J'accuse ». Dès que Zola eut entre les mains les preuves de l'innocence de Dreyfus, il lui fut impossible de rester silencieux. Il le dit ainsi dans « J'accuse ». Mon devoir est de parler. Je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocent qui expie, là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu'il n'a pas commis. Zola, emporté par la passion, obéit à sa conscience, met sa notoriété au service de la République. Pour sauver Dreyfus, il met en cause ses 40 ans de travail, sa gloire, son honneur, ses biens, sa tranquillité et celle des siens. Zola agit sous l'effet d'une intolérance viscérale au mensonge et à l'injustice. L'écrivain se place en dehors de la loi en commettant un délit de diffamation, un délit de presse. D'un courage exemplaire, l'acte de Zola fut vraiment celui d'un héros, comme l'a programmé Léon Blum. Ma personne n'est rien, j'en ai fait le sacrifice. Je ne défends pas ici ma liberté, clame Zola dans sa déclaration au jury le 21 février 1898. Zola, incarnant la République, est le haut symbole de l'honnêteté civique. Doté d'une force morale immense, Zola est un maître d'espérance, un humaniste, un combattant de la paix. J'accuse. Ce mot, ce simple mot, hurlé à la première page de l'Aurore le 13 janvier 1898, a fait de Zola le pourfendeur de toutes les injustices. Combien de j'accuse aurait-il prononcé pour tous les Dreyfus, de quelque origine qu'ils fussent, exterminés depuis? Zola s'est battu pour un homme juif, persécuté, et c'est ce faisant qu'il a défendu toutes les victimes de tous les dogmatismes. Zola a tenu à bondir dans l'arène, à se battre dans une mêlée affreuse et fratricide. Zola se jeta en avant avec la loyauté de la passion et du désintéressement. Par son j'accuse, Zola fut grand indéniablement, tout homme de cœur en convient. Et si grande que soit son œuvre, la grandeur du geste d'accusation la domine. Jean-Denis Bredin souligne qu'en écrivant « J'accuse », Zola a fait du combat pour Dreyfus une cause morale et un devoir républicain. Dans sa lutte constamment renouvelée pour la justice et la liberté, l'humanité aspire à des mythes puissants, portés par de grandes figures dans lesquelles chacun puisse s'identifier. Zola, figure tutélaire de la démocratie, est un guide. Le nom d'Émile Zola est un symbole fort. Que l'exemple d'Émile Zola puisse inspirer chaque passant et chaque passante dans ce square des grands principes républicains, lorsqu'il ou elle lira son nom sous sa photographie
est une grande chose. En ma qualité de vice-présidente de l'association Maison Zola Musée Dreyfus, je suis heureuse de vous informer que la maison de Zola, restaurée avec la création du musée Dreyfus, est ouverte au public depuis 18 mois. Le musée Dreyfus, créé dans l'enceinte de la propriété de l'auteur de J'accuse, à Médan, dans les Yvelines, est un outil pédagogique durable dans un contexte résolument contemporain. Il s'agit d'un lieu de mémoire d'où est né l'engagement de Zola contre l'injustice, contre l'antisémitisme, contre toutes les formes de discrimination, quelles qu'elles soient, pour faire rempart à la haine, avec comme boussole la promotion des valeurs de la République. Face aux doutes et aux défis de nos sociétés, en proie à des changements vertigineux, il est plus que jamais nécessaire de combattre tout ce qui alimente la haine et se nourrit des peurs, de favoriser la tolérance et le vivre ensemble dans la diversité, de renforcer les espaces de dialogue, les espaces de culture, ainsi que tout ce qui va dans le respect de la vie, du respect des droits de l'homme, des valeurs universelles telles que la tolérance, la liberté, l'égalité, la fraternité, la justice et la laïcité. Enseignons notre histoire telle qu'elle est. Inscrivons-nous dans le concret palpable, par nos actes et nos mots, en valorisant ces principes universels qui nous sont si enviés dans tant de pays du monde. Car la démocratie et ses fondements humanistes ne sont jamais acquis. Ils se conquièrent de génération en génération. Je vous remercie. Martine Leblond-Zola, Arès, le 27 mai 2023. Intervention de Maître Henri Leclerc, ancien président de la Ligue des droits de l'homme, parrain du portrait d'Alfred Dreyfus. Monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, et vous tous qui êtes ici, dont je n'énumérerai pas les raisons particulières de leur présence, mais que je salue respectueusement. Je suis là pour parler d'Alfred Dreyfus. En même temps que on célèbre aujourd'hui ici Alfred Dreyfus, en même temps qu'Émile Zola. Chose curieuse, ce fut contesté. En 2006, lorsque le centenaire de l'admirable arrêt de la Cour de cassation réhabilitait totalement Dreyfus, il n'y a plus rien qui tienne debout, disait-il, dans cette accusation qui lui avait valu ces 4 ans de bagne atroce. Au moment de le célébrer, on pensa à transférer les cendres de Dreyfus au Panthéon. Curieusement, il y eut un tollé. Non, Dreyfus n'est pas un héros, c'est une victime, disait-on. Et on fit d'ailleurs au même moment déplacer la statue qui avait été prévue par un grand dessinateur teint de la cour de l'école militaire jusqu'à une très jolie petite place, très ombragée, mais peu visible. Au fond, est-ce qu'au fond, partout, actuellement, Dreyfus est toujours mis à la place à laquelle il devrait être? Oh, bien sûr, Zola a été le héros de l'affaire Dreyfus. Un héros magnifique, courageux, intelligent. Un héros dont la plume a été, à ce moment-là, ce qu'Anatole France appelait un moment de la conscience humaine. Oui, la conscience humaine. Zola, héros de la conscience humaine, dans cette horrible histoire, totalement teintée de quoi? De ce qui soulevait actuellement une partie de la France, derrière un certain nombre de personnes, l'antisémitisme, le fondement d'un racisme atroce. Car il faut bien le dire, lorsque Charles Maurras fut jugé pour sa participation à la collaboration,
Il dit, oh, c'est ici la revanche de l'affaire Dreyfus. Non. Dreyfus ne fut pas seulement une victime. Partout, et ce qu'on nous disait en 2006, c'est le Panthéon n'est pas fait pour les victimes. Le Panthéon n'est fait que pour les héros, et Zola est déjà au Panthéon. Bien sûr qu'il est juste que Zola soit au Panthéon. Mais Dreyfus, bon, il est très bien au cimetière du Montparnasse où il est aujourd'hui. Je vous invite à, si vous allez à Paris un jour et que vous voulez vous promener, d'aller voir la tombe mouvante de Dreyfus au cimetière du Montparnasse. Mais après tout, la conscience. Zola a un moment de la conscience humaine. Et cette conscience, est-ce qu'elle n'a pas manqué? Tellement manqué. Je suis ici, je le sais. Certes, j'ai fait pendant 65 ans métier de défendre un certain nombre de gens et un certain nombre de valeurs. Mais surtout parce que je suis président d'honneur, ancien président et président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Une grande association qui a été constituée en plein procès Zola, quand tout semblait perdu, que Zola allait être condamné à 1 an de prison, vous le savez. On a condamné Zola à 1 an de prison. Il a dû s'enfuir en Angleterre pendant 2 ans. Et ce moment, est-ce que c'est un moment simple? Il y avait dans le manifeste de la Ligue des droits de l'homme qui se créait un moment disant que c'était ce qui avait animé l'affaire Dreyfus, c'était une passion d'un autre âge qu'on allait oublier. Passion d'un autre âge, l'antisémitisme. Vous savez, quand en 1789, les constituants proclament l'admirable, fondamentale, essentielle Déclaration des droits de l'homme qui est toujours dans nos vies, à une lumière, ils disent que l'oubli et la méconnaissance des droits de l'homme sont la seule cause de la confiance, de la corruption des gouvernements et des malheurs publics. Oui. 140 ans après, 150 ans après, quand les Nations Unies proclament la même chose qu'est-ce qu'ils disent, l'oubli et le mépris des droits de l'homme ont abouti à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité. Mais ces actes de barbarie, n'était-ce pas la suite de l'affaire Dreyfus? N'était-ce pas ce qui avait été initié, certes, dans des proportions qui ne sont pas les mêmes? Il y avait quand même là quelque chose qui est quelque chose de terrible, et nos aïeux ne prévoyaient pas tout à fait. Ils étaient convaincus, en fondant cette grande association, que c'en était fini avec ces horreurs. Et ces horreurs ont abouti à ces actes de barbarie. Non, Dreyfus est évidemment celui qui porte le nom de l'affaire. Mais ce n'est pas suffisant pour l'honorer. Dreyfus, dire que Dreyfus est simplement une victime serait insuffisant. Dreyfus est un Dreyfusard, disait l'historien Vincent Duclard. Oui. Dreyfus a porté cette affaire avec héroïsme. Et ça, je ne veux pas évoquer les malheurs, mais enfin, ce jeune officier de 35 ans, brillant, qui venait d'épouser quelques années plus tôt Lucie, qui en avait 25, qui avait 2 petits-enfants, l'un qui avait 3 ans, l'autre qui en avait 1. Cet homme arrêté un matin, ne comprenant pas, cet homme dont la carrière était brillante, qui avait été tout de même reçu à Polytechnique à 19 ans, exceptionnel. Cet homme remarquable, exceptionnel, cet officier qui était promis à un brillant avenir, qui était joyeux, heureux, intelligent, très aimé de ceux qui étaient autour de lui, pas seulement de sa femme et de ses enfants. Le voilà qui est accusé, dans des conditions abominables, par un commandant de l'armée, M. Patil-Clan, dans des conditions effrayantes. On lui fait faire la fameuse dictée, reproduisant les termes même du bordereau qui prouverait sa culpabilité, avec un commandant faisant l'instruction et disant qu'il a vu à ce moment-là qu'effectivement il était coupable. Cet homme qui va
dire une seule chose, je suis innocent, qui ne comprend pas. Il y a une charge, une seule, ce bordereau, qui est identifié par un espèce de savant crétin qui s'appelle Bertillon, qui a fait beaucoup d'autres choses d'ailleurs pour la criminologie. Mais ce Bertillon qui invente des absurdités, qui raconte que Dreyfus, pour faire ce bordereau, a imité à la fois l'écriture de son père, de son frère et celle de sa femme, accusé par des imbécilités. Les autres experts en écriture disant que ce n'est pas de lui d'ailleurs. Et le voilà condamné. Le voilà condamné dans un procès à huis clos. On se garde bien de montrer qu'il n'y a rien. Défendu par un avocat de mange, de talent, qui plaide beaucoup le doute, qui ne met pas de preuves, mais qui ne mène pas un combat, ce qu'on appellera après la défense de rupture, qui dit c'est pas possible, et voilà Dreyfus condamné, dégradé dans une scène atroce, humiliante, dont vous avez tous vu les photos publiées depuis ce temps, de ce moment où il doit défiler devant toute l'armée, puis on le dépouille de ses grades, de ses boutons aussi, et puis on lui arrache ses décorations, et on brise le sabre sur son genou, et le voilà qui repart, obligé de tenir son pantalon en haillons. Il a seulement dit une chose, il n'a pas faibli. On lui a envoyé la veille de sa déclaration, de sa dégradation, on lui a envoyé le fameux Paty Luclam, qui a essayé de négocier avec lui, parce que le gouvernement sent bien que quand même, non seulement il risque d'être acquitté, mais enfin, on ne sait pas. Alors, il lui a dit, mais Dreyfus, il faut que vous reconnaissiez, en atténuant votre culpabilité, reconnaissez que vous cherchiez à piéger les Allemands, ou un truc comme ça. Dreyfus hurle, non, je suis innocent. Et quand il arrive dans l'école militaire, ces injures qui fusent de partout, sale traite, ces crachats, cette façon dont il est traité, humilié, tenant son pantalon, partant sous ses huées. Huées aussi, y compris par l'intelligentsia, les intellectuels, les écrits qui sont faits à ce moment-là. C'est un traître abominable, ça se voit sur sa figure, c'est un individu effrayant. Alors, il va crier une seule chose. Soldats, on dégrade un innocent. Soldats, on humilie un innocent. Et il ajoute, vive l'armée, vive la France. Il reste debout. Il reste debout et il va toujours rester debout. Il suffit de lire les lettres qu'il a envoyées depuis l'île du Diable. L'île du Diable où il est enfermé là-bas dans un climat épouvantable. Ceux qui ont été en Guyane ont peut-être été, un jour on ne peut pas visiter l'île du Diable elle-même, mais on peut en faire le tour. C'est un endroit effrayant. Il est là, seul, avec des barricades qu'on ne cesse de monter autour de lui. On va lui imposer ce qu'on appelle la double boucle, c'est-à-dire qu'on le couche sur un lit en fer, avec des sortes de menottes aux pieds, pour qu'il ne puisse pas dormir tranquille. Et il écrit des lettres sans cesse à ceux qui le soutiennent au début. Qui? Son frère, le frère admirable, disait-on, Mathieu, qui ne le quittera pas une seule fois, et sa femme Lucie, Lucie la courageuse, Lucie qui a 25 ans et qui a ses 2 petits-enfants et qui se débat dans cette affaire. Et lui, il tient, il écrit au président de la République, il écrit partout, pas un mot pour atténuer une éventuelle culpabilité. Toujours, je suis innocent. Il ne comprend pas. Au début, il ne comprend même pas qu'il est victime d'une machination. Il croit qu'il est victime d'une erreur. C'est effrayant. Il ne peut pas penser que l'armée de son pays, celui qui a choisi sa famille après 1870, il ne peut pas penser qu'on fait cela simplement parce qu'on a besoin de punir quelqu'un d'officier juif. C'était ça le problème. Et puis, après beaucoup de tergiversations, après la découverte petit à petit de toutes les faux, cette espèce de fabrique de faux qui était à l'état-major de l'armée, cette fabrique de faux avec des faux pour ruiner d'autres faux et pour dire mais non, on faisait de nouveaux faux. C'est effrayant. Et puis il y a le J'accuse, ce moment extraordinaire.
ce moment incroyable où cet homme dit la vérité après avoir dénoncé tous les faux qui ont été faits. Zola dit la vérité est en marche. C'est vrai. Il dit je sais que je m'expose, je peux être condamné. Eh bien j'attends. Et il va faire un procès extraordinaire qui montre aussi cette fois-ci. Jusque-là, la justice elle-même, dans son administration, n'est pas trop coupable. C'était l'armée. Le conseil de guerre était un instrument totalement militaire. Et à partir de ce moment-là, à partir de l'admirable travail de Laborie, qui ne cesse de poser des questions à une justice, à un président qui refuse, qui ne veut pas qu'on parle de l'affaire Dreyfus. Simplement, vous avez injurié l'armée, vous avez condamné le conseil de guerre qui a quitté Esterhazy, ça c'est une faute. Interdiction 200 fois, il dit la question ne sera pas posée. Et à la fin, Zola est condamné. Mais il a mis la vérité en marche. Et ça, c'est un phénomène prodigieux. La Cour de cassation, une première fois, casse. On va devant le conseil de guerre de Rennes. Et les militaires furieux, furibonds, à 3 voix contre 2, il y en a quand même 2 qui résistent. Ils le condamnent, mais à 10 ans seulement. C'est vrai que certains ont reproché à Dreyfus d'avoir à ce moment-là faibli en demandant sa grâce. C'est pas lui qui a faibli, c'est d'autres. Et quand Jaurès lui-même, le conseil, Jaurès qui a été un appui fort en publiant des preuves, en faisant des discours extraordinaires, en révélant à l'Assemblée nationale ce qu'étaient les faux du ministre, la reconnaissance par le ministre qu'il y avait un dossier secret. Un secret qui n'avait pas été communiqué à la défense, sur lequel le premier conseil de guerre avait. Le dossier secret constituait le faux. Il est condamné à nouveau. Et à ce moment-là, tout le monde dit ce qu'il faut, c'est arrêter. C'est vrai qu'il y aura aussi la loi d'amnistie, qui fait que tous ceux qui ont provoqué par défaut, par leur comportement, cette abominable entorse à la liberté et à la laïcité, tous ceux-là ne seront pas condamnés. Oh, ils continueront leur vie. Le général Mercier, les autres, ils continueront leur vie. Alors bien sûr, Dreyfus sera réhabilité par cet arrêt de 1906 de la Cour de cassation, qui dit qu'il n'y a plus rien, qui détruit systématiquement. Il ne reste plus rien de l'affaire Dreyfus. Et plus personne n'ose, alors que jusqu'en 1940, il est encore resté des gens qui prétendaient que peut-être bien que Dreyfus était coupable. Alors qu'il ne reste plus rien de tout cela. On continue à dire que Dreyfus n'est qu'une victime. Et que ce n'est pas au Panthéon que sont la place des victimes. Bon. Moi je dis que Dreyfus est un héros. Il est un héros parce qu'il est tenu. Il a tenu. C'est une victime et un héros. C'est les deux à la fois. Et au moment où on honore justement Zola, où on dit effectivement qu'il fut ce moment de la conscience humaine, et que nous nous inclinons devant le courage exceptionnel d'un homme qui certes est un grand écrivain, lequel n'a pas été bouleversé quand adolescent ou jeune homme, il a lu Germinal. Cet homme exceptionnel, mais à côté de lui, il y a Dreyfus. Je ne pourrais en parler mieux que ce qu'a fait Dutheil. Dreyfus est un héros qui n'a pas eu tout ce qu'il pouvait espérer. Ils ont tous été récompensés, ceux qui l'avaient soutenu, du moins un certain nombre. Clémenceau est devenu président du Conseil. Le général Picard est devenu très courageux, c'est les deux aussi. Mais le général Picard, qui l'avait soutenu contre vents et marées, qui avait failli d'ailleurs être envoyé dans un combat mortel où on souhaitait qu'il soit tué, le général Picard, le colonel Picard, devenu général, ministre de la Justice, et à ce moment-là, ils pensent à leur combat pour la République. Ils oublient un peu Dreyfus. Savez-vous que Dreyfus n'a pas pu avoir reconstitué les années qu'il a passées au bagne? Il n'a pas eu l'avancement qu'il aurait dû avoir. Certes, il a été nommé commandant. Certes, il a été fait chevalier de la Légion d'honneur.
mais il n'a pas eu les années qu'il a passées au bagne ont été considérées comme des années sans traitement, et il n'a pas eu l'avancement qu'il aurait pu avoir. C'est pour ça qu'il a quitté l'armée. Mais il est toujours resté un républicain fervent. Il était allé, lorsqu'on a porté Zola au Panthéon, il était présent. Il a été victime d'une tentative d'assassinat, blessé. Celui qui avait tiré sur lui a été acquitté par la justice. Eh bien, il ne faut pas seulement que ceux que nous sommes aujourd'hui oublions la victime. Oublions que toute cette histoire repose aussi sur la souffrance incroyable d'un homme qui guide ce que nous sommes. Dutheil a dit tout ce qu'il fallait dire, je n'en dirai pas plus. Et je dirais que quand on pense à cela, on est pétri d'admiration. Mais quand on pense à Zola, quand on pense à Dreyfus, on doit être aussi plein de pitié d'une part pour l'horreur qu'il a subie, mais plein d'orgueil pour le courage qu'il a montré. Car effectivement, Zola est resté debout, jusqu'au bout, courageusement, ne cessant de refuser les provocations, continuant à dire son amour pour l'armée, son amour pour son pays. Oui, c'est bien de les honorer tous les deux. Ils sont un moment de notre histoire et un moment que nous ne pouvons pas oublier. Intervention de M. Ronan Léostic, sous-préfet d'Arcachon. Madame la conseillère régionale, Monsieur le maire et avec vous l'ensemble de vos équipes municipales bien entendu, techniques, votre conseil municipal des jeunes et toutes celles et ceux qui, avec vous, votre directeur de cabinet, nous donnent encore l'occasion d'être ici à Arès. Mesdames et messieurs les présidents et les membres des ordres nationaux, messieurs les représentants des associations et porte-drapeaux ici présents que je tiens également à saluer chaleureusement, l'ensemble des bénévoles et associations présentes ici, associatifs, SNSM, réserve communale et vous tous ici réunis pour ce moment toujours et encore important que nous avons plaisir à saluer. Maître Henri Leclerc, merci de nous faire l'honneur de votre présence, Monsieur le Président fondateur, Monsieur le Président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Nous sommes fiers et honorés de vous avoir ici à Arès. En cette journée nationale de la résistance, en ce 27 mai 2023, en évoquant aujourd'hui les noms d'Émile Zola et d'Alfred Dreyfus, vous nous invitez, Monsieur le maire, à nous replonger au cœur d'un épisode difficile de l'histoire de notre République. L'affaire Dreyfus, qui déchira les Français pendant 12 longues années, a laissé une trace indélébile dans notre mémoire collective. L'affaire Dreyfus est une histoire teintée d'antisémitisme, d'une effroyable conception de la raison d'État, qui valut à un homme intègre les pires humiliations et les plus rudes épreuves. Mais l'affaire Dreyfus, c'est aussi la droiture et le courage de femmes et d'hommes qui firent tout pour que justice soit faite. 1894. Cette justice paraît bien loin lorsque le capitaine Alfred Dreyfus est condamné à la dégradation et la déportation perpétuelle au bagne de Guyane pour trahison et espionnage au profit de l'Allemagne. Lui, l'officier brillant dont les parents, pour rester français, avaient dû fuir l'Alsace devant les troupes prussiennes. Le cas d'Alfred Dreyfus aurait pu rester une tragique histoire d'injustice. Exilé en Guyane, le capitaine Dreyfus dépérit, malgré le soutien inconditionnel de ses proches. En métropole,
les campagnes pour la révision de son procès attisent un antisémitisme toujours plus virulent. 1897, le traître Esterhazy est acquitté, malgré des preuves confondantes. Ce choix, assumé par l'état-major, de cette pitoyable raison d'État, plutôt que de la vérité, est indigne de notre pays. C'est l'indignation, justement, qui pousse un géant à prendre la plume, pour défendre un homme, mais aussi pour défendre la justice et nos valeurs républicaines. Permettez-moi à cet instant, moi aussi, de saluer Madame Martine Leblond-Zola. J'ai une pensée, moi aussi, comme vous tous, pour elle, pour sa famille. 1898, Zola publie « J'accuse ». Ce coup d'éclat du père du naturalisme, au fait de sa gloire, c'est le génie littéraire au service de la France. Car comme Zola l'affirma à son procès, on peut servir la France par l'épée ou par la plume. C'est finalement ce qui unit Alfred Dreyfus et Émile Zola. Un désir ardent de justice, mais également une volonté inébranlable de faire triompher une certaine idée de la France. Une France républicaine, où l'arbitrage n'a pas sa place, où la justice rime avec nos valeurs cardinales de liberté, d'égalité et de fraternité. Et comme l'écrivit dans sa tribune, il s'agissait pour Zola de sauver, je le cite, la grande France libérale des droits de l'homme de l'odieux antisémitisme. J'accuse ne suffit pourtant pas à réhabiliter Dreyfus. En 1898, Zola est condamné pour diffamation. Dreyfus est à nouveau jugé coupable en 1899. En 1902, Zola meurt asphyxié. Il n'assistera pas à la réhabilitation de Dreyfus en 1906, comme vous l'avez si bien rappelé, Maître Leclerc. Enfin réintégré à l'armée et décoré de la Légion d'honneur. Et mobilisé durant la Première Guerre mondiale, Alfred Dreyfus termine sa carrière lieutenant-colonel et officier de la Légion d'honneur. Pour ménager l'armée et l'opinion publique déchirée, l'injustice et l'antisémitisme auront triomphé pendant 12 longues années. De cette épreuve, pourtant, la République sortit grandie. L'affaire Dreyfus, en effet, signe l'échec des forces réactionnaires. Elle resserra les rangs républicains pour la défense des valeurs progressistes qui sont l'essence de notre pays. J'accuse aussi la naissance de la figure de l'intellectuel, ce penseur engagé dans la vie publique nationale, politique nationale, faisant vivre le débat public aux côtés des médias. Car, malgré le tumulte, malgré l'injustice, l'affaire Dreyfus fut aussi un grand moment de débat dont seule la démocratie a le secret. La société civile et la presse indépendante en sortirent renforcées au plus grand bénéfice de la vitalité démocratique de notre pays. Ainsi, l'affaire Dreyfus a laissé un legs contrasté à l'histoire politique de la France. Souvenons-nous de l'antisémitisme et de l'injustice, du déchirement des Français les uns contre les autres. Mais célébrons aussi le génie de Zola et la droiture de Dreyfus. Le combat de tous les Dreyfusards qui refusèrent de se résigner, Picard, Trarieux, Jaurès, Clémenceau et tant d'autres. Ils étaient nombreux. C'est à eux aussi que nous pensons aujourd'hui. Pour tout cela, ce moment que nous partageons aujourd'hui est précieux. Soyez-en remerciés, Monsieur le maire. Je tiens également à vous saluer à nouveau, Maître Leclerc, et saluer à nouveau Madame Leblond-Zola, qui honore pour vous, Maître, de votre présence et avec toutes nos pensées, Madame Leblond-Zola. Permettez-moi, Monsieur le maire, également de vous dire tout le plaisir que j'ai à nouveau d'être sur cette très belle ville d'Arès, cette magnifique ville d'Arès. Et ce que je me disais en parcourant le bassin d'Arcachon pour venir ici sur Arès, lorsque j'ai contourné ce bassin d'Arcachon, je me suis dit, mais mon Dieu, quelle chance ai-je d'être sous-préfet de ce si bel arrondissement d'Arcachon, composé de 17 magnifiques communes. Merci, Monsieur le maire, de me donner à nouveau l'occasion d'être ici parmi vous. Et permettez-moi enfin de clore sur ces mots d'Alfred Dreyfus, qui, évoquant sa réhabilitation, dit, le 20 juillet 1906,
fut une belle journée de réparation pour la France et la République. Elle aura marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité, vers une ère de progrès immense pour les idées de liberté, de justice et de solidarité sociale. N'oublions jamais ce que disait enfin Martin Luther King. Apprenons à vivre comme des frères, sinon nous mourrons comme des idiots. Vive Arès, vive l'arrondissement d'Arcachon, vive la République et vive la France. En mémoire d'Émile Zola et d'Alfred Dreyfus, du combat qu'ils menèrent pour la vérité, du combat qu'ils menèrent contre l'antisémitisme, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence. Salut au porte-drapeau par M. Ronan Leostic, sous-préfet d'Arcachon, M. Xavier Daneille, maire d'Arès, M. Henri Leclerc, parrain du portrait d'Alfred Dreyfus, et les représentants des autorités patriotiques, civiles et militaires. Dédicace du livre d'or de la ville par Maître Henri Leclerc.
Cher maître, que puis-je dire sur votre prestation? Mais je pense que vous en avez l'habitude, que vous nous avez donné. D'abord, nous sommes très honorés de vous avoir reçu. Et vous nous avez donné ici, dans ce square des grands principes républicains, une histoire comme nous n'avons jamais reçue, je pense. Empreinte d'humanisme, d'histoire, de petites, de grandes histoires, qui font et qui marquent votre profession, qui montrent votre attachement aux fondamentaux de notre République, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, à la laïcité. Je suis heureux que nos services aient pu enregistrer votre prestation, car elles feront partie indiscutablement de notre devoir de mémoire, de notre devoir de pédagogique sur ce couple qui ne s'était pas choisi, mais que l'histoire a choisi, ce couple de Dreyfus-Zola, mais au-delà de ces grands principes de notre République. Donc, maître, merci infiniment, mais infiniment de votre présence, et je salue également la Ligue des droits de l'homme qui vous accompagne aujourd'hui. Maître, vous ne pouvez pas repartir sans de cette plus belle ville, et le sous-préfet l'a dit, l'a pas osé le dire, mais de cette plus belle ville du bassin d'Arcachon, qui est Arès. Donc, maître, je tiens à vous remettre de façon symbolique la médaille de la ville d'Arès. Un petit livre, le livre des 170 ans, donc certes moins longtemps que cette affaire des 170 ans de la ville d'Arès, avec un petit mot qui vous est écrit à l'intérieur. Et surtout, le symbole de cette République, notre Marianne, donc maître, auquel je sais que vous êtes fondamentalement attaché. Merci encore. Pour vous dire d'abord à quel point je suis content qu'aujourd'hui une ville honore Zola et Dreyfus. Et que même en m'invitant, elle reconnaisse ce qu'est cette association qui depuis 125 ans maintenant se bat pour la défense des droits et qui va même jusqu'en gêner certains. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est pourquoi je suis très ému. Parce que vous voyez cette République que vous me donnez, elle est dans mon bureau depuis toujours ou presque. C'est une beaucoup plus grande République. C'est celle que mon grand-père, hussard de la République, instituteur, a eu toute sa vie et qu'il avait conservé avec lui parce que je pense qu'on nous l'a donné quand il est parti à la retraite. Et cette République, je la vois tous les jours et je n'ai jamais cessé de la regarder. Donc il est de tradition, après d'avoir cité la plus belle ville du bassin, il est de tradition d'annoncer le prochain portrait. Donc mesdames et messieurs, je vous annonce que le 10 juin, dans ce square, sera dévoilé le portrait de madame Simone Veil par monsieur Édouard Philippe, ancien Premier ministre de notre pays. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et toujours empreinte de ces valeurs. Merci à vous.